Merci à ceux qui sont connectés en distanciel. Merci à ceux qui sont présents aussi dans la salle. Et Béatrice, si tu veux peut-être compléter sur le concours, sinon je laisse la place à nos experts pour un débat que j'espère vous passionnera autant que nous. Juste un petit mot pour vous dire qu'il suffit de réaliser une vidéo sur votre grand oral du bac. Prenez 5 minutes, filmez-vous, postez votre vidéo, participez à ce concours, retrouvez les vidéos des lauréats qui vous parlent directement pour vous expliquer le plaisir qu'ils ont eu à faire cette vidéo. Rejoignez-nous, c'est avec grand plaisir. Mais là, je vais laisser la parole à Patrick Artus et aux économistes et on espère que vous allez trouver dans ces échanges beaucoup d'inspiration pour vos sujets de grand oral. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas moi qui commence, donc c'est... Oui, comme tu veux. J'ai mon micro, normalement, tout va bien. Très bien, mais écoutez, moi je vais vous parler de l'endettement des États européens et la grande question de savoir si cet endettement est soutenable aujourd'hui. Et puis, on évoquera peut-être quelques petites solutions et j'imagine qu'on aura le temps de débattre sur ces solutions. D'abord, l'endettement, on en parle souvent comme si c'était quelque chose qui existait à part entière. L'endettement, ça existe au passif, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose à l'actif. Donc, ça a servi à financer quelque chose. Il y a une notion que je n'aime pas beaucoup, c'est la notion de mauvaise dette et de bonne dette. Et je vous avoue que là, ça va pas mal me simplifier la tâche, puisque ça me permet d'être très synthétique. La bonne dette, c'est la dette qui est utilisée pour financer des mesures qui accroissent la croissance potentielle. La mauvaise dette, bien c'est l'inverse, ce sont des mesures qui n'ont pas d'impact sur la croissance potentielle. Globalement, l'endettement des États européens depuis quelques années a beaucoup progressé avec les crises économiques que l'on a connues. 2008-2013, on prend à peu près 20 points de PIB d'augmentation de dette. Puis la pandémie, où on prend à peu près 15 points de PIB. Alors ensuite, ça s'est résorbé avec l'accélération de l'inflation. Mais globalement, la dette s'accroît très fortement et très massivement en temps de crise. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que cette dette, qui s'accroît, je dirais, de façon inopinée et pour des raisons tout à fait justifiables d'un point de vue social et économique, est-ce que cette dette est soutenable véritablement? La question de la soutenabilité, on peut souvent l'aborder par trois grandes définitions, soit la contrainte budgétaire intertemporelle, soit le fait que la trajectoire de dette n'explose pas dans le futur. Moi, la définition que j'ai voulu retenir ici et dans ce chapitre, dans le livre de BSI, c'est vraiment est-ce que les gouvernements ont la capacité de rembourser cette dette, de payer cette dette, pardon, de servir cette dette aussi longtemps que nécessaire. Et pour répondre à cette question, eh bien, on se rend compte que finalement, c'est pas si évident. D'abord, on a une approche en dynamique. Si on a la capacité de servir cette dette, ça veut dire qu'on a suffisamment de croissance d'année en année pour payer les intérêts de la dette. Et donc, c'est ce fameux R-G, cette fameuse équation qui est au cœur de la soutenabilité de la dette. Ce R-G a été négatif pendant de nombreuses années. Est-ce que c'est acquis? Pas nécessairement. Le R, qui est le taux d'intérêt, était bas parce qu'on était dans un environnement de taux bas, avec les banques centrales et des politiques monétaires très accommodantes. On en est sorti depuis ce choc inflationniste. Est-ce qu'on va y retourner? Rien n'est moins sûr. Et puis le G, eh bien, c'est la croissance potentielle. La croissance potentielle, c'est-à-dire la capacité à payer la dette dans le futur. Cette croissance potentielle, tendanciellement, elle baisse, elle diminue. Il y a un facteur population derrière. Il va y avoir le facteur vieillissement de la population qui va se rajouter. Et puis, il y a évidemment l'innovation, il y a la productivité, et tout ça, en zone euro, eh bien, c'est relativement faible et ça ne fait que diminuer. Donc globalement, tous les équilibres qui expliquent finalement et tous les facteurs qui expliquent cet équilibre un petit peu fragile que l'on a eu ces dernières années tendent à disparaître. Donc la question de savoir si la dette restera soutenable est toujours légitime. Maintenant, on propose 5 solutions et je vais simplement les poser là et peut-être ouvrir le débat dessus. Alors les 2 solutions que je n'aime pas, commençons par les mauvaises nouvelles. L'annulation de la dette, on en parle beaucoup et c'est un grand débat qui divise les économistes. Moi, je suis fondamentalement contre, mais peut-être pour des raisons, peut-être pour les mauvaises raisons, pour une posture un peu dogmatique, où j'ai tendance à penser que ne pas honorer sa dette, ça crée un choc de confiance et qu'ensuite on aura du mal à emprunter davantage. Voilà, mon argumentaire est aussi simple que celui-là. Ensuite, on peut rentrer sur la faisabilité de l'annulation de la dette et le fait que les gouvernements sont les actionnaires principaux des banques centrales et donc automatiquement annuler la dette détenue par la banque centrale, ça revient peut-être aussi à toucher le financement du gouvernement. Donc peut-être que finalement ça n'a pas un grand intérêt outre l'aspect comptable de la chose.
Le deuxième élément qui est souvent mis en avant, c'est l'inflation. Finalement, on se rend compte que l'inflation, et on l'a vu là depuis 2022, redore un peu tous les ratios de dette, les ratios fiscaux, notamment le déficit budgétaire, la dette nominale, puisque tout est exprimé en pourcentage du PIB nominal. Et donc, une amélioration, une accélération de l'inflation fait réduire le dénominateur, augmente le dénominateur et fait réduire le ratio. Donc, ça ressemble à une bonne idée. Pour autant, ça n'en est pas une, parce que l'inflation, et je pense qu'on en parlera et on approfondira peut-être un peu plus ce sujet après avec Ludovic, mais l'inflation a souvent une cause, soit un choc d'offre, soit un choc de demande. Si c'est un choc de demande, c'est plutôt favorable, plutôt positif à l'économie, tant que c'est sous contrôle de la Banque centrale, bien évidemment. Si c'est un choc d'offre, là, l'histoire est beaucoup plus mauvaise, beaucoup plus néfaste, puisque ça détériore les finances publiques à moyen terme. Donc, c'est pas nécessairement une solution que je préconise, même si, il faut l'avouer, ça donnerait plus de marge de manœuvre aux banques centrales, notamment lorsqu'on assouplit la politique monétaire et qu'on se retrouve très proche de cette fameuse borne basse du 0%. Voilà, si on avait un objectif à 3% d'inflation, ça faciliterait probablement la mission de la Banque centrale. Alors, les solutions qui me paraissent un peu plus envisageables et un peu plus intéressantes, d'abord, c'est d'avoir des politiques contracyclique. Alors ça, c'est la théorie économique de base. Ça a un coût politique, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il faut avoir une politique d'austérité en pleine reprise économique. On a vu, après la crise de 2011-2013, que ces politiques-là n'étaient pas toujours très intéressantes et avaient un coût social assez important. Donc c'est le vrai bémol derrière ces politiques contracycliques. Pour autant, eh bien c'est en période de crise qu'il faut dépenser parce que le multiplicateur keynésien est le plus important, et puis en période de reprise où on a plus de marge de manœuvre pour reconstruire finalement un coussin de sécurité. L'autre chose, ce serait d'investir sur finalement de l'investissement productif, donc tout ce qui peut améliorer notre appareil productif, donc tout ce qui concerne l'investissement, l'innovation, le facteur humain, donc la participation au travail, les mesures actives et les réformes actives du marché de l'emploi. Voilà, donc c'est vraiment les quelques pistes que je pose là. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, et peut-être que on peut ouvrir le débat dessus. Oui, peut-être je voudrais poser quelques questions. Bon, la piste traditionnelle, c'est simplement quand on a trop de dettes, on mène une politique budgétaire restrictive. Mais d'abord, a-t-on l'évidence que l'Europe, on ne peut pas parler de la France, mais que l'Europe ou que le monde a trop de dettes aujourd'hui? On a toujours des taux d'intérêt réels qui sont plutôt plus bas aux États-Unis et plutôt à peu près égal au niveau de la croissance potentielle en Europe. On n'a pas vraiment de signe d'insuffisance d'épargne. Donc, est-ce qu'on ne peut pas oser cette politique que tu suggères, hein? C'est une politique qui prend avantage du fait qu'il n'y a pas de crise financière aujourd'hui, il n'y a pas de tension sur les taux d'intérêt, et c'est une politique d'investissement d'avenir qui desserrera cette contrainte budgétaire à plus long terme. Voilà. Et puis, deuxième question, alors je prends un peu d'avance peut-être sur la suite du débat, mais si on a des besoins d'investissement considérables aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas jeter tout le conservatisme de politique économique, c'est-à-dire de demander à la Banque centrale de faire une politique monétaire expansionniste qui donnera de la place pour faire une politique budgétaire expansionniste? Donc, c'est l'approche qui a été retenue après les guerres. Hein. Après les guerres, on a reconstruit les économies en faisant baisser le taux d'endettement public. Mais est-ce que l'inconvénient n'est pas, lorsqu'on mène cette politique, elle a des effets redistributifs très, très néfastes. En gros, une politique de taux d'intérêt à long terme bas et de forte inflation, c'est bon pour les épargnants aisés, qui vont profiter de la hausse des marchés boursiers, des marchés de l'immobilier, et c'est mauvais pour les épargnants modestes qui vont avoir des rendements très bas sur l'épargne traditionnelle, hein, sur les obligations, sur les comptes sur livret. Mais moi, je finis là-dessus, j'ai l'inquiétude que on se pose pas toutes ces questions, c'est-à-dire que on a un réflexe qui est
On a trop de déficit public et on doit simplement mener une politique restrictive. Et alors, dernier point, on a les exemples des pays du Sud pendant la crise de la zone euro. Les pays du Sud vont pas mal aujourd'hui, hein, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, enfin pas l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Mais d'une part, ils ont incroyablement perdu de niveau de PIB, hein, et il leur a fallu plus de 10 ans pour récupérer le niveau initial de PIB. Et d'autre part, cette politique s'est faite avec un coût social considérable, y compris qui entame l'avenir, parce que quand vous réduisez les dépenses d'éducation, les dépenses de santé, les dépenses de recherche, c'est pas formidable pour l'avenir. Donc, je suis pas persuadé qu'on voit pas simplement un rebond de ces économies, mais qui va pas être durable, parce qu'elles ont trop fait d'économies sur ce qui assurerait de la croissance durable dans le futur. Et donc, finalement, moi, je préférerais qu'on teste aujourd'hui, profitant de l'absence de toute crise financière, la stratégie osée de taux d'intérêt réel bien inférieur au taux de croissance, ce qui permettrait de faire les dépenses publiques pas faire n'importe quelle dépense publique, mais faire les dépenses publiques qui sont nécessaires à assurer une croissance durable dans le futur. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non. Alors, je prône pas particulièrement l'austérité, hein, vous l'avez compris. J'en suis pas le plus grand défenseur. Loin de là, vraiment. Et je crois, comme vous, que c'est pas un succès. Y compris ce qui est présenté comme un succès aujourd'hui sur l'Italie, sur le Portugal, la Grèce et l'Espagne. Mais je vous rejoins complètement sur le fait qu'il faut effectivement dépenser là où c'est utile et là où on en a besoin de façon importante. Pour moi, c'est simplement ce juste milieu entre finalement ces politiques ultra expansionnistes et ces stimulus ultra expansionnistes que l'on a connus depuis 2020. Ça, effectivement, il faut commencer à penser finalement à un aspect même comptable de réduction de la dépense publique, mais pas repartir sur je dirais, l'austérité à la Merkel, entre guillemets, que l'on a connue. Donc, c'était juste pour repréciser mon point, mais sinon... tu penses pas, Patrick, tu as suggéré un point qui était intéressant, qui était l'utilisation de l'économie de guerre, en fait. Est-ce qu'on pense qu'on est en guerre silencieuse contre le climat et qu'il faut faire de l'assouplissement quantitatif vert, par exemple? Est-ce qu'il faut monétiser les déficits? Parce que le triptyque de l'économie de guerre, c'est quand même sobriété, monétisation des déficits et allocation du capital stratégique au financement de la guerre, à l'économie de guerre. Et pour moi, c'est un peu... Alors, tu parlais de l'aspect redistributif. Je pense que l'aspect redistributif des politiques d'austérité est très mauvais. L'aspect redistributif des politiques expansionnistes est aussi très mauvais. L'économie de guerre de 2020 nous l'a montré, de 2022 aussi. Mais moi, c'est assez intéressant de voir que l'Europe s'obstine à être la seule à faire de la rigueur. Quand on a ces super transformations à financer et que les marchés, du moins les investisseurs, seraient prêts à acheter tout ce que les pays émettraient qui serait destiné à augmenter la croissance potentielle de leur pays. Ça, c'est le point critique. C'est-à-dire, est-ce que si le pays faisait toutes les dépenses nécessaires, est-ce qu'on ne tomberait pas dans un monde d'insuffisance d'épargne? Et donc, on serait obligé de faire des politiques monétaires extraordinairement expansionnistes pour empêcher les taux d'intérêt de monter, ce qui fabriquerait des bulles partout, etc. Donc aussi, on n'a pas parlé de bulles. Donc, tu as le triptyque risque de bulles, c'est-à-dire des politiques monétaires très expansionnistes, effet redistributif des politiques et financement de l'effort de guerre, je dirais. Et alors, probablement, on ne peut pas tout faire. Je veux dire, si on finance l'effort de guerre, il va falloir accepter des bulles, peut-être faire beaucoup plus de macro-prudentiel pour éviter les bulles, et puis peut-être accepter des effets redistributifs pas formidables. Les Chinois, et la dernière bulle vient d'éclater. Oui, oui, mais en fait, on ne pourra pas tout faire, je crois. On ne pourra pas financer ce qu'il faut, maintenir une redistribution favorable à tous et éviter les bulles. Je veux dire,
C'est le paradoxe. Est-ce qu'on pourrait pas aussi penser, par exemple, au fait de flécher l'investissement, notamment des banques centrales, vers ce qui semble être quand même l'éléphant au milieu de la pièce. Tu en as parlé, Ludovic, le changement climatique, cette guerre contre le changement climatique qu'on doit mener, hein, on n'a pas vraiment le choix. Voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser ce fléchage? On voit que les primes de risque sur tout ce qui est green bond commencent à s'inverser. Elles sont même inversées depuis un certain nombre d'années dans les pays avancés. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont un appétit conséquent pour ce genre d'obligations. Et on pourrait tout à fait se dire qu'à terme, dissocier la dette dite verte, on va dire ça globalement et caricaturalement, de la dette plus traditionnelle, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir plusieurs ratios de PIB et une économie monétaire qui soit fléchée dans ce sens-là? On connaît l'effort à faire. Il y a 2 ans, j'avais écrit un chapitre dans le précédent ouvrage de BSI. Est-ce que le changement climatique va faire augmenter la dette mondiale? Évidemment, on connaît les conséquences inflationnistes. On sait qu'on va devoir investir énormément pour pouvoir financer cet effort de guerre. En revanche, est-ce que c'est grave? La réponse que je donnais à la fin, l'ouverture, c'était non. Les banques centrales seront à la manœuvre, comme elles l'ont toujours été par le passé. Reste à savoir comment est-ce qu'elles vont s'organiser pour le faire. Je pense qu'elles sont en train d'en parler. Les États-Unis ont fait l'IRA, la Chine a fait quelque chose d'assez similaire, même avec moins de succès. Il y a un European Green Deal qui est en train de se mettre en place avec le Fit for 55, le mécanisme d'ajustement des quotas d'émissions, etc., etc. Tout ça fait qu'on se dirige vers le bon endroit, mais voilà, cette dette-là dont on va avoir besoin, dette publique, dette privée aussi, hein, évidemment, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener sur est-ce que ce n'est pas une très bonne dette, une bonne dette dont on a besoin et qu'il faut essayer de flécher? Et est-ce que les politiques monétaires n'ont pas ce rôle-là, in fine? Elle est meilleure que la dette d'éducation ou elle est moins bonne? Tu vois, c'est ça le problème. Moi, c'est ça que j'aime pas dans les trucs tu sépares. Ça me rappelle quand on a requalifié la dette portugaise dans le début des années 2010 sur les compagnies d'État d'électricité. C'est-à-dire, je sais pas si la cacher dans un autre ratio, ça résout le problème. Moi, le problème, c'est plutôt la question qu'on doit tous se poser, hein, c'est qui fait la politique de verdissement? Et je pense qu'on l'a laissé à la politique budgétaire. Et en fait, on se rend compte que c'est peut-être plus compliqué que ça. Et que la politique monétaire, la politique réglementaire, la politique du marché du travail, quand on voit les dommages physiques hein, sur les vagues de chaleur, tout le monde va devoir faire un peu de monétaire. Donc ça annule et embête le principe de Timmergan, mais quelque part, je trouve que c'est tellement exponentiel, systémique et probabilistique qu'il faut que toutes les politiques publiques essaient de faire un bout du chemin pour éviter notamment les aspects redistributifs désastreux, parce que les gagnants et les perdants. Mais je ne sais pas si changer les ratios sur la dette verte. Moi, j'ai jamais compris vraiment ce que ça faisait, quoi. En revanche, est-ce qu'on se dirige malheureusement, hein, faute de mieux, vers des outils de taux d'intérêt du haut, enfin différenciés. Ça, peut-être. Moi, je pense qu'au moins il faudrait qu'on essaie, quoi. Parce qu'il n'y a pas. Sans essayer, on ne pourra pas se rendre compte sans prix du carbone. Ok, il y a toujours cette gradation des mesures, quoi. Mais c'est une mesure, à mon avis. On doit être. C'est comme une renaissance. Tu vois, c'est l'empirique remplace le dogme. Moi, je trouve que sur le changement climatique, tant qu'on n'essaie pas des trucs, c'est extrêmement difficile de venir avec des intérêts. La recherche est quand même extrêmement mouvante sur ces sujets. Et en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Tous les modèles sont un peu foireux, désolé. Et donc, j'aimerais bien, moi, qu'on essaie au moins des petites choses pour voir si ça marche. Et peut-être que tu as raison, peut-être qu'un pays qui essaie de le sortir, parce que les investisseurs réagiraient différemment. Il y a quelques pays qui ont essayé de faire ça dans des émissions particulièrement vertes. Moi, quand j'étais à la Banque mondiale, on faisait ça. Je ne sais pas si ça marcherait au niveau de la zone euro. Je pense qu'il faut juste se dire, est-ce que c'est considéré comme un investissement? Est-ce que sur le retour sur l'investissement de ces dettes, de ces endettements supplémentaires sont bons? Et peut-être responsabiliser aussi sur l'endettement. Moi, je pense que tu vois ce que fait l'Italie avec leurs émissions de dette vers les particuliers, les BTP valorés, les BTP italiens, je serais presque d'avis. Alors pendant des années, j'ai toujours cru que la mesure la plus efficace, c'était de faire de la monétisation des déficits. En fait, je me demande si ce serait pas malin d'offrir ça aux Français directement. Leur dire, est-ce que tu veux, c'est un peu grand emprunt, je suis désolé, ça fait un peu déjà vu, mais je trouve qu'on devrait peut-être aller vers quelque chose où on dit aux gens, est-ce que tu veux financer le verdissement de ton pays? Et ça veut dire des réseaux de chaleur, ça veut dire décarboner le carburant aérien, ça veut dire plus de trains, pour que les gens se réapproprient avec leur épargne, parce qu'il y a encore l'épargne, le verdissement de leur pays, plutôt que d'avoir ces intermédiaires. Parce que je pense que plus c'est loin,
moins les gens ont une forme d'agence dessus et moins ils veulent le faire. Désolé pour le... Je crois qu'il faut vraiment distinguer la question de la nature de l'épargne et la question de la quantité d'épargne. Donc moi, j'aime pas du tout les discussions sur le fléchage de l'épargne. Si on a une épargne donnée, si on flèche l'épargne vers la transition énergétique, on ne la fléchera pas vers par exemple, vers le logement. De toute façon, il y a de l'épargne, elle est ce qu'elle est. Et donc, moi, j'aime bien la façon dont Ludovic présentait les choses. C'est-à-dire, finalement, dont on a besoin, c'est de davantage d'épargne. Parce que le quantitative easing, c'est remplacer de la monnaie par des obligations par de la monnaie. Mais enfin, a priori, ça ne change pas beaucoup les comportements et ça a plutôt comme conséquence du rééquilibrage de portefeuille qui fait monter les prix des actifs, quoi. Mais ça n'a pas vraiment d'effet sur l'économie réelle. Donc, normalement, il faudrait avoir plus d'épargne, quoi, et ça, c'est pas la politique monétaire qui peut le donner. Alors, on peut flécher l'épargne, la politique monétaire. On peut faire des circuits verts et des circuits bruns. Mais à nouveau, si tu es financé par un circuit brun, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je veux dire, et donc le mieux, ça serait d'expliquer effectivement, de rendre le fait d'épargner plus attrayant. Alors l'épargne forcée. Après les guerres, il y avait de l'épargne forcée, quoi. Je veux dire, il y avait des emprunts obligatoires, etc. Si on veut pas aller à ça, il faut faire effectivement des produits financiers plus attrayants et peut-être pas simplement de la dette publique, hein. Les idées de Bruno Le Maire sur le private equity pour tous, c'est peut-être aussi un moyen de ce qu'a fait BPI, hein, c'est peut-être un moyen d'arriver à plus d'épargne. Enfin, je crois qu'il faudra plusieurs points d'épargne, de taux d'épargne en plus pour faire ces investissements. Sans compter l'épargne qui n'est pas mobilisée à bon escient, surtout en France. Il y a quand même une quantité d'épargne qui est pas mobilisée ou peu mobilisée. Oui, mais qu'est-ce qui dort sur des comptes courants Oui, c'est le débat aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de choses sur l'épargne qui dort. Est-ce que ça existe vraiment? Ça n'existe pas, l'épargne qui dort. La question, c'est plutôt est-ce que les intermédiaires font leur job? Non. Alors, est-ce que les intermédiaires allouent l'épargne au bon projet? Mais enfin, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de cassette, quoi, je veux dire. Donc, moi, je crois pas au fléchage de l'épargne. Je crois qu'il faut avoir plus d'épargne. Alors, je vais vous poser une question qui est écrite par Nancy. Où est passée l'épargne considérable de la période Covid? L'épargne considérable de la période Covid, c'est pas à moi de répondre, mais d'abord, qui est encore plus. Elle est toujours stockée sous forme d'épargne, hein. Il n'y a pas eu de surcroît de consommation en Europe, et simplement, elle a été investie dans les actifs financiers. C'est le rebalancement de portefeuille dont je parlais. Donc, ce mécanisme, par exemple, si tu fais du quantitative easing, tu crées de la monnaie en mettant les obligations dans le bilan de la Banque centrale. Bon, initialement, les agents économiques ont trop de monnaie. Donc, ils prennent cette monnaie pour acheter, par exemple, des actions. Et donc, à l'équilibre, le prix des actions monte et ils se retrouvent avec la bonne proportion entre la monnaie et les actions dans leur portefeuille. Et donc, cette épargne en Europe, hein, a eu des effets complètement néfastes, en réalité. On aurait mieux fait de ne pas faire de déficit public pendant la période du Covid, parce que ces déficits publics ex post ont simplement provoqué des bulles sur les prix des actifs, quoi. Alors, c'est très différent aux États-Unis parce que maintenant, cette épargne est progressivement consommée, hein, mais en Europe, elle n'est pas consommée, et simplement, elle est investie en actifs financiers. Une autre question que je vous pose, elle vient d'un élève, Pedro. Bonjour Pedro, il est au lycée de Sao Paulo. Et donc, il dit, je suis d'accord qu'il faut se concentrer davantage sur la transition énergétique et qu'il faut plus d'épargne. Face à ce besoin d'argent, pourquoi pas inciter les investisseurs privés à financer les innovations vertes? Alors ça, c'est mon quotidien, puisque je travaille pour le FTSE Russell, qui fait donc des indices. Et moi, je fabrique des indices verts pour des investisseurs institutionnels, donc des fonds de pension, des assureurs, des asset managers qui vont avoir les mandats de ces fonds de pension, des ETF providers, donc des fournisseurs d'ETF pour la gestion passive. Et effectivement, c'est déjà dans les cartons. C'est déjà quelque chose qui est fait. Depuis de nombreuses années, il y a eu plusieurs étapes, on va dire. La première étape, ça a été une étape de connaissance du sujet.
de définition du sujet. C'est quoi le changement climatique? C'est quoi un risque de transition? C'est quoi un risque physique? Donc, il a fallu faire beaucoup de pédagogie autour de ces sujets-là pour toute la sphère financière. Pour la première fois, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des ingénieurs qui venaient de sciences dures, donc des climatologues, des géologues, ce qui n'était pas le cas. Moi, j'ai fait des sciences humaines. Donc, quand ces deux corps de métier commencent à travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions, on arrive à des choses pas mal. L'étape qu'il y a eu après, c'était une étape de box ticking, c'est-à-dire qu'il y a des premiers investisseurs qui sont arrivés et qui nous ont dit, bon, ben moi j'ai un appétit pour ce genre de problématique-là, j'ai des convictions, j'ai des contraintes, voici mes convictions, voici mes contraintes, qu'est-ce que vous me proposez? On propose un produit. Très bien, la régulation est arrivée. Et là, ceux qui n'avaient pas de conviction ont dû fabriquer des convictions pour pouvoir cocher la case et pour pouvoir proposer des produits ISR, ESG, il y a différents labels qui existent, sur du climat, sur de l'ESG, sur des SDG, sur des sustainable, tout un tas de vocables pour dire à peu près la même chose, pour financer ce qu'on appelle la green economy, donc qui est une économie qui va avoir tendance à croître, qui va avoir des effets inflationnistes, on pourra en reparler tout à l'heure, mais grosso modo, c'est déjà fait. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on distingue deux types d'investisseurs, en tout cas dans mon travail. Les investisseurs plutôt institutionnels qui ont la connaissance, qui ont des convictions fortes et qui vont implémenter ça de manière systématique dans leur stratégie d'allocation d'actifs. Et puis des investisseurs qui vont être, eux, plus en train de faire toujours le même exercice de box ticking. Donc voilà, on coche la case, on lance un fonds, on propose un fonds non ESG, un fonds ESG. C'est le client final qui décide, on fait des simulations et on arrive très souvent au fonds ESG qui est plébiscité. Donc aujourd'hui, ça existe, il y a un appétit extrêmement fort, couplé au fait qu'il y a un appétit très fort en ce moment sur l'obligataire avec la remontée des taux. Donc voilà, moi je fais de l'obligataire durable, donc bon, je m'ennuie pas en ce moment, on va dire ça comme ça. Et il y avait une partie de la question de Petro, c'était aussi les technologies vertes, non? Financer les innovations vertes. C'est ça, c'est là qu'est le problème. C'est que le secteur privé, aujourd'hui, il a du mal à aller financer des choses pour lesquelles les rendements sont incertains, en fait. Et donc, les technologies vertes, notamment les innovations de rupture, elles sont très gourmandes en capital, un peu plus d'être gourmandes en dette, et les rendements sont un peu incertains. Soit parce qu'il y a une faille réglementaire, je prends l'exemple de l'hydrogène, on ne sait pas quelle est la régulation de l'hydrogène au niveau européen. Donc, pourquoi, en tant qu'investisseur, tu vas vendre ton autoroute qui a un rendement qui paye comme une horloge suisse pour aller investir dans un réseau hydrogène où tu ne sais pas vraiment quels sont les plans de transition de chacun des pays, comment tu vas connecter tout ça, quelle est la thermodynamique juste de consommation de l'électricité pour produire l'hydrogène et après l'utiliser pour l'hydrogène vert. La taxonomie change. Et donc, moi, je pense que le vrai sujet, c'est pour ça que l'IRA est un bon exemple en grandeur nature. L'Inflation Reduction Act américain, l'idée, c'est de dire on va baisser les impôts pour le financement de ces technologies vertes et on va voir ce qui va se passer, quoi. Et au lieu de taxer, réguler, il y a une politique très rooseveltienne on va mettre de l'argent et puis les gens vont prendre ça, ils vont faire un peu des technologies vertes. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Par exemple, en Europe, on a les moyens de faire ce qu'on appelait à l'époque des fonds de rehaussement de crédit. Aujourd'hui, on l'appelle blended finance, ça fait beaucoup plus cool, mais l'idée, c'est de dire l'État prend la paume au début, elle dérisque en prenant l'innovation de rupture un peu plus compliquée, et puis après, elle garantit une forme de rendement à l'épargne privée pour lequel l'institutionnel vient se greffer. Et comme ça, il y a un financement public-privé qui permet d'aller financer des choses sur lesquelles on n'est pas très certain du rendement. Et ça, je trouve que pareil, on n'avance pas assez vite sur les produits, les services, mais aussi sur les incitations qu'on veut donner pour amener le capital. Patrick parlait tout à l'heure de ce financement capital investissement qu'on donne accès aux gens, un financement dans leurs entreprises, des entreprises qui ne sont pas forcément cotées, qui sont peut-être des entreprises auxquelles les gens croient. Je pense que dans la technologie verte, il y a plein de choses sur lesquelles les gens ont peut-être envie de prendre des paris. Donc la question, c'est leur donner la possibilité de voir dans quoi ils investissent. Et ça, aujourd'hui, je pense que la peur, ou du moins la fébrilité des intermédiaires, est liée à plein de raisons, y compris les charges en capital, etc. Mais elles sont liées principalement, à mon avis, à l'absence de
de visibilité sur les rendements. Et donc, en effet, aujourd'hui, tu vas aller acheter plutôt des obligations, ça va te rapporter quelque chose que tu connais, c'est très peu chargé en capital, plutôt que d'aller, c'est vrai, financer peut-être le futur. Et ça, c'est des incitations ou des désincitations qu'il va falloir repenser pour la transition écologique, ça, c'est sûr. Je peux poser une question. Quel doit être le rôle de l'État dans tout ça? Parce que l'IRA, le CHIPS Act, après tous les programmes américains de financement des innovations de rupture, hein, il y a toutes sortes de programmes qui existent. Mais c'est des programmes avec une contribution publique considérable. Hein, on voit l'exemple de la dernière usine de semi-conducteurs taïwanaise qui va être installée aux États-Unis. L'État américain, en gros, prend 50% de la charge d'investissement. Est-ce que définitivement cette composante de risque impose un apport d'argent public considérable si on veut avoir ces innovations de rupture ou même pas des innovations de rupture, avoir un développement des capacités sur des technologies pour les énergies renouvelables? Pour moi, la réponse est oui. L'État, dans son rôle de planification, dans son rôle de stratégiste, doit penser à long terme et doit prendre des décisions politiques audacieuses, ambitieuses, à l'échelle européenne. Et je pense que c'est ça qui pêche un peu à l'heure actuelle. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais il y a un manque de cohérence, il y a un manque d'ambition certain, il y a un manque de temps. On met ça sur la conjoncture. Voilà, là, on voit bien, il y a eu un effondrement des ventes de véhicules électriques juste parce que l'État a arrêté ses subventions. Voilà, le signal prix est quand même hyper important d'un point de vue stratégique. Il faut maintenir ce type d'incitation. Il y a des politiques punitives, il y a des politiques incitatives. Je pense que c'est le mix des deux qui peut permettre à la fois d'assainir tout ce qui est brun et de plébisciter ce qui est plus vert. Donc pour moi, oui, clairement, l'État a un rôle à jouer, un rôle très important et un rôle de financement très important. Et ça rejoint la thématique du fléchage dont je parlais tout à l'heure. Ça rejoint aussi notre début de notre discussion, qui est qu'il va falloir que l'État dispose de moyens budgétaires considérables et il ne pourra pas probablement faire une politique traditionnelle de lutte contre l'inflation et dégager ces moyens budgétaires considérables. Alors, une autre question qui est posée. Nous disposons d'un grand stock d'épargne. Les épargnants ne sont pas forcément renseignés sur les possibilités. C'est plutôt le rôle des intermédiaires. Du coup, c'est le rôle des institutions publiques, notamment les régulateurs et l'État, de forcer ces intermédiaires à intégrer ces éléments. C'est aussi le rôle des banques centrales. Mais est-ce qu'elles peuvent le faire au vu de leur mandat dans un monde où l'inflation est plus élevée? Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, non? Elles peuvent faire lutter contre l'inflation et aider à décarboner l'économie. Je vois pas c'est juste que on ne sait pas comment faire. Est-ce qu'on baisse? Est-ce que tu t'offres des taux d'intérêt différenciés? Est-ce que tu considères du collatéral vert comme plus en demande que du collatéral brun? Est-ce que tu demandes aux régulateurs de faire des bonus-malus sur les charges en capital? On ne sait pas vraiment en fait. C'est juste que tout ça a l'air joyeusement sous-optimal par rapport à un prix du carbone et que du coup, peut-être qu'on fait un peu tout et on va voir ce qu'on fait. Mais je vais faire l'allemand peut-être dans la salle. Mais bien sûr qu'il faut l'État. Mais ce triptyque français très jankovicien, nucléaire, planification, État, centralisation, là, enfin, j'en ai dit 4, mais derrière, il y avait beaucoup d'États dans le financement. Moi, j'ai un peu peur. OK, il faut un amorçage, hein, mais je pense que le problème, tu parlais de mesures incitatives et punitives, il n'y a pas assez de mesures punitives. Il n'y a pas assez. Soyons efficaces sur la taxation et ayons une taxation négative pour ceux qui sont friendly ou qui sont en déficit d'émissions carbone et ceux qui émettent trop, tu les taxes plus. C'est sur toutes les politiques, y compris les politiques de la concurrence, etc. Je pense qu'on n'est pas du tout ambitieux. Et donc le problème, encore une fois, on peut passer, on vient de faire le vert, mais on peut faire la protection sociale, moi je trouve que ces injonctions pour politiquement à droite d'arbitrage, pour politiquement à gauche de surcharge
d'intervention publique, je les entends dans un monde où on se donne aussi d'autres politiques publiques à côté pour pas faire n'importe quoi. Parce qu'encore une fois, si on monte en charge sur l'investissement public dans le climat aujourd'hui, c'est-à-dire si on le fait trop vite, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du big move, hein, c'est-à-dire vous mettez plein d'argent tout de suite parce que vous voulez vraiment que ça marche. C'est un peu ce que font les Américains, même s'ils mettent 500 milliards en 10 ans. Hein. Est-ce que vous n'allez pas créer aussi du zombie, des bulles? Enfin, c'est ce que tu disais. Et à côté de ça, est-ce que si vous ne le faites pas, rien ne se passe? Et moi, je trouve qu'il y a quand même un juste milieu. Et je trouve que avant de remettre de l'argent public, Patrick parlait de cette entreprise taïwanaise à qui on fait un pont d'or en fait pour qu'elle vienne installer son entreprise. Je pense que c'est une entreprise qui a dû servir des tonnes de dividendes à ses actionnaires et qui avait peut-être en fait le capital nécessaire qui, au lieu de le donner à ses actionnaires, elle pouvait réinvestir pour pouvoir le rendre sous forme de retour sur capital plus tard. C'est ça l'arbitrage. L'arbitrage, il est que la temporalité des entreprises est hyper courte et que du coup, elles viennent appeler l'État en leur disant c'est une guerre, aide-moi, finance-moi pour que je puisse être, pour que je puisse aller en guerre. Donc c'est vraiment une économie. Et je trouve que c'est un peu chiche comme explication. Et que du coup, enfin, si on regarde, encore une fois, on n'a qu'à regarder dans l'histoire récente, hein, sur le 100 milliards de plans de relance en France, il y a 33 milliards qui sont allés vers le verdissement. Trajectoire d'émissions carbone ou d'intensité en carbone du PIB en France n'a pas joyeusement changé et 33 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et donc, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on demande beaucoup de subventions publiques et je pense que c'est normal. Les Américains, d'ailleurs, nous incitent en nous disant, nous, on a compris, par exemple, des Chinois, qu'il fallait faire des crédits verts plutôt que de baisser des impôts et attendre le fameux trickle-down economics. Les Américains nous le disent. Ils disent, en fait, baisser les impôts, ça marche peut-être pas. En revanche, quand on fait des crédits verts, ce que les Chinois avaient fait sur la baisse de la TVA sur les autos chinois, en fait, ça marche assez bien. Nous, c'est pour ça qu'on a fait l'IRA. Donc, il y a une place pour une politique très conditionnée à l'investissement vert. Mais je trouve qu'il va falloir rationaliser quel est l'auto-investissement ou l'investissement porté par les actionnaires, par les créditeurs, par d'autres personnes que le contribuable sur le vert. Et ça, c'est une discussion, moi, je trouve très difficile parce que les actifs échoués sur les bilans des entreprises vont exploser. Parce que moi, je me rappelle une question de mon boss qui m'a dit comment ça se fait que les gens continuent d'acheter les actions des compagnies pétrolières? C'est vrai, c'est une bonne question, parce qu'on entend parler du fait qu'il faut verdir, elle essaie de se transformer, c'est très dur. Et je me rappelle avoir écouté des résultats financiers d'une entreprise pétrolière pas française, où le directeur financier expliquait qu'il ne croyait pas en la transition. Et qu'en fait, sa promesse de rendement sur capital de 15% sur le cycle, elle était aussi liée au fait qu'il ne pensait pas qu'il allait y avoir de réinvestissement pour l'entreprise sur la transition. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de punition. Il n'y a personne qui va toquer à la porte en disant « Désolé, mais il va falloir vraiment réallouer votre capital ». Et donc la solution facile, c'est d'aller chercher de l'argent public. Et je trouve que c'est un peu sous-optimal en fait, pour le contribuable futur, parce que tout ça est joyeusement sous-financé aujourd'hui, même s'il y a de l'épargne. Au contraire, le problème, c'est vraiment le contribuable demain qui va devoir financer une partie de ces investissements aujourd'hui. Et ça, je trouve que j'ai toujours du mal quand on appelle encore plus la subvention publique sur ça, sans avoir fait le tour un peu des auto-investissements ou des appels de capital privé pour faire le job, quoi. On a eu un contre-exemple pendant la crise du Covid, où on a subventionné les prix à la pompe. Clairement, c'était pas ce qu'il fallait faire, ou en tout cas pas. On a triplé les subventions aux énergies fossiles en 3 ans. Oui. C'était la COP en Égypte était quand même incroyable. C'est caractère aggravant sur ce que tu dis, c'est la concurrence entre États. Parce que même à l'intérieur de l'Europe, enfin, il y a des surenchères constantes pour attirer telle ou telle entreprise, et donc les États à l'équilibre subventionnent beaucoup trop. Mais le problème, c'est que si je suis un État, je peux pas, par exemple, si je suis un État européen, je peux pas me satisfaire de ce qui est plus d'investissement, par exemple, pour les matériels de transition énergétique en Europe. Par exemple, ce serait assez raisonnable en Europe de décider que tout l'éolien va au Danemark.
Il y a la plus grande entreprise d'éolien au Danemark qui sont avancés, etc. Mais est-ce que c'est acceptable pour les Français que tout l'éolien aille au Danemark? C'est rationnel en termes d'économie, mais tant qu'on n'a pas de fédéralisme, c'est totalement irrationnel. Donc si les Français vont surenchérir sur les subventions de l'État danois, et finalement, on va beaucoup trop subventionner les entreprises privées pour arriver à un éclatement en fait des investissements entre les différents pays. Et donc, c'est doublement inefficace, quoi. Il y a pas assez d'effet d'échelle et ça coûte trop cher à l'État. Alors, une question d'Anthony. Si la politique climatique de l'Europe est axée sur la demande, est très axée, excusez-moi, sur la demande, ne condamne-t-elle pas notre appareil productif, là où la Chine et les États-Unis axent massivement leur effort sur l'offre? Est-ce que c'est la bonne politique Moi, j'ai jamais compris la différence. Je crois à un marché à l'équilibre. Donc, non, mais ce qui est sûr, on le voit, hein, c'est le retour des politiques industrielles, c'est qu'il y a des bonnes et des mauvaises politiques industrielles. Et que avant, alors c'était un peu la promesse du président en 2017, hein, produire plus pour mieux redistribuer, qui est une révolution copernicienne en France en fait. Donc c'est vrai qu'il y a des choix de politique industrielle verticale très forts de la part des Américains et des Chinois. Les Européens préfèrent les politiques industrielles horizontales. En gros, libre-échange, réforme structurelle, diversifier plutôt que fermer ou rendre ça protectionniste. Et donc, créer une forme de marché peut-être sous-optimal, mais moins interventionniste aussi sur la création du marché. Et je ne sais pas ce qui marche. Je pense que nous, on souffre en Europe d'une absence de coordination. Et qu'en fait, on a ouvert la boîte de Pandore en ayant... on a cassé une partie de l'économie d'échelle de notre marché unique en autorisant et une exception des règles budgétaires et des subventions dans tous les sens. En fait, on est devenu cannibale. Et moi, allez voter en juin. Mais je trouve que ces élections européennes sont fascinantes à cet égard. C'est-à-dire qu'il y a zéro thème économique sur la table. On a cette obsession des migrants, cette obsession des… Et en fait, la prochaine décennie, elle est décisive pour le climat, elle est décisive sur l'avance technologique, elle est décisive sur le financement de la protection sociale. Et en fait, les programmes, parce que nous, on a regardé les manifestos économiques des programmes des partis européens, c'est hyper décevant, par exemple, sur ce sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire une politique de l'offre au niveau européen pour avoir une vraie coordination des politiques industrielles? Est-ce qu'on est prêt à lâcher un peu de souveraineté sur les aides publiques pour renforcer et avoir, par exemple, et c'est vrai aussi sur la défense, des vrais champions européens qui ont une subvention européenne au lieu de se tirer la bourre entre États? Parce qu'aujourd'hui, celui qui a le plus de réserves budgétaires est le mieux disant, ou alors celui qui veut dépenser plus. Et on a vu ce que c'est un bon argument. C'est s'il n'y a aucun fédéralisme, tu n'as aucune raison d'accepter que les avantages comparatifs jouent entre les pays européens. Et donc, il faudrait avoir de la redistribution entre pays pour accepter que les pays, par exemple, se spécialisent. Tel produit, tel pays fait de l'armement. Le budget de cohésion, le moins dépensé de cette commission, c'est le budget de cohésion, celui qui va vers les mains. On a plein d'argent qu'on n'a pas dépensé sur cette commission et qui a un budget de redistribution. Mais quand on lit Patrick depuis plusieurs années comme moi, on sait que tu appelles à la spécialisation efficiente des économies européennes. On n'a jamais voulu ça. Oui, mais c'est pas possible. C'est dans le contexte politique. À nouveau, tu n'as comme État, tu n'as absolument aucune incitation à abandonner un certain nombre de productions. Oui, juste petit clin d'œil, il y a un excellent flash Natixis qui dit pourquoi les difficultés de mener une politique européenne par manque de mobilité en Europe des capitaux et du travail. Il faut qu'on passe à plein d'autres sujets. On s'est donné 1 heure, donc on a encore 10 minutes. Alors, comment vous voulez faire? Parce qu'on est parti sur le climat, donc est-ce que vous voulez montrer la vidéo de Charlotte et faire parler? Un complément, d'accord. Donc, tu veux parler peut-être de ton chapitre, parce qu'on a parlé beaucoup de climat, et moi, je finirai sur l'inflation. Ouais, ou tu peux parler d'inflation maintenant. Comme vous voulez, mais c'est juste que… Non, mais on a parlé beaucoup de climat, et mon chapitre, c'était effectivement sur la transition énergétique et climatique au sein de l'UE. Et donc, voilà, l'idée, c'était d'avoir quelques éléments de contexte. Je parlais aussi de la crise russo-ukrainienne comme un catalyseur du changement, puisqu'on a vu, et je pense que
tous les habitants de l'Europe ont vu la dépendance aux hydrocarbures. Je pense qu'ils l'ont plus vu en Allemagne qu'en France, mais on a à peu près un tiers de nos hydrocarbures qui provenaient de Russie en 2020, juste avant l'invasion de l'Ukraine. Et donc, on s'est aperçu à ce moment-là qu'on manquait de souveraineté sur la question énergétique. En même temps, il y avait ces besoins de transition énergétique. Et tu parlais tout à l'heure des big players, des pétrolières. Et moi, je suis convaincu qu'elles ont un rôle extrêmement important à jouer dans la transition. Pourquoi ? Parce qu'elles ont les réseaux, les ingénieurs, les infrastructures. Elles ont tout pour pouvoir distribuer de l'énergie. C'est ce qu'elles font. Hein. Total, c'est rebâti Total Énergie pour ça. Est-ce qu'elles le font assez vite? Non. Est-ce qu'elles le font pour certaines d'entre elles? Oui. Et donc voilà, je suis persuadé qu'elles ont un rôle à jouer là-dedans et qu'il ne faut pas uniquement les punir et dire que tout ce qui est brun n'est pas bon. On a encore 80% de notre économie qui tourne aux hydrocarbures. Ils ont un rôle encore très important à jouer et ils le jouent. Bref, sur mon chapitre, donc voilà, je parle de ce qu'on appelle le Green European Deal, le European Green Deal, pardon, et ce fameux Fit for 55, l'objectif c'est quoi? C'était de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne en comparaison au seuil de 1990. On a déjà fait à peu près un tiers du chemin. On a réduit, enfin plus d'un tiers, plus de la moitié du chemin, pardon. On a réduit nos émissions de près d'un tiers, donc ce qui est déjà pas mal. On est le meilleur élève au niveau mondial. Donc on peut quand même s'en féliciter, on aime bien ça, surtout en France. Et je parle aussi dans ce chapitre de comment est-ce qu'on doit faire pour modifier nos comportements de consommation, modifier les manières de produire, de transporter, de consommer. Et je pense que c'est là où c'est extrêmement important. Et tu disais tout à l'heure, Ludovic, qu'il y a un manque de cohésion au niveau européen. Et je pense que c'est ça qui va pêcher, c'est ça qui pêche déjà, puisqu'on a des directives européennes qui sont plus ou moins appliquées dans chacun des pays avec plus ou moins de succès. Des pays veulent aller plus loin que d'autres, mais donc on a des problèmes au niveau des signaux prix. C'est un sujet qui est assez complexe. Et juste un élément de définition, puisqu'on a un public jeune en face de nous, quand on parle du changement climatique, il y a un truc qui est important à savoir, c'est qu'on parle de température, de hausse des températures. Mais de quoi on parle quand on parle de ça? Et je fermerai ma parenthèse là-dessus. On parle des accords de Paris 2015, augmentation de 1,5 degré. Par rapport à quand? Par rapport à quoi? C'est par rapport à la période pré-industrielle, donc c'est 1900, après 1900-1950. L'augmentation de la température, aujourd'hui, on a déjà un acquis de 1,2 degré. Et cette augmentation de la température, elle est à horizon 2100, fin du siècle. Donc, avec cet acquis à 1,2, il nous reste plus que 0,3 avant d'arriver à ce qu'on appelle les points de non-retour, les tipping points. C'est le GIEC qui parle de ça, avec tout un tas de catastrophes qui sont préannoncées, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de littérature sur ces sujets-là. Mais donc voilà, donc il y a aussi des disparités, puisque ce 1,5 degré, il est à l'échelle mondiale. Il y a des disparités entre les zones géographiques. C'est important d'avoir ça en tête. On sait maintenant, surtout chez les assureurs, que c'est un risque qui est de plus en plus difficile à assurer, le risque climatique. Moi, j'ai ma femme qui travaille dans le milieu viticole et tous les ans, c'est de plus en plus cher. Il y a de moins en moins de gens qui s'assurent. Donc, ça devient plus difficile à assurer pour les assureurs. Et ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que on va aller vers une forme de polarisation un petit peu du changement climatique avec des gagnants et des perdants. On s'est beaucoup focalisé sur le risque et je pense que maintenant il est temps de se focaliser davantage sur les opportunités liées à cette transition. Et pour faire le lien avec l'inflation, il y a une espèce de consensus sur le fait que cette transition écologique, énergétique va amener des pressions inflationnistes, mais dans le même temps, il y a cette transition numérique avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui pourrait nous faire gagner des gains de productivité énormes, donc avoir des pressions déflationnistes, désinflationnistes, voire déflationnistes dans certains secteurs. Donc voilà, pour moi, il y a aussi cette question de l'inflation qui est vachement importante et du signal prix. Patrick, tu veux poser des questions sur l'inflation, oui. Donc l'idée du chapitre, donc ça s'appelle l'inflation en 5D, quoi, ou la mainmise de l'inflation, les 5 doigts de l'inflation. L'idée, c'est quand Victor et Arthur me proposent d'écrire de nouveau un livre, merci, un chapitre dans le livre, c'était le moment où en fait on sort de ce choc d'inflation, ça arrive pas tout le temps.
les moins de 20 ans, du moins, ne se rappellent pas les chocs pétroliers, du moins ce que ça voulait dire. Et c'était le moment où il y avait une forme de rémanence de l'inflation. C'est-à-dire que partout, les gens avaient du mal à se dire que, un, les banques centrales allaient faire leur job et donc faire baisser l'inflation. Deux, il y avait énormément de discussions sur l'inflation, l'économie de la rareté, et donc cette inflation qui n'allait pas disparaître à cause notamment des prix de l'énergie plus haut, plus volatile et tout ça, des prix de l'information. Et on commençait à avoir des gens qui, notamment dans les économistes de marché, qui sont pas, on les aime bien, mais des fois, pour des clics, on voyait beaucoup les gens parler des 3D de l'inflation: démondialisation, décarbonation et démographie. Et moi, j'avais vachement de mal avec ça. Et donc, je me suis dit, je vais regarder en fait. Et donc, au lieu de l'avoir en 3D, je l'ai vu en 5D. Donc, on a regardé 5 facteurs de l'inflation. Alors, c'est de l'inflation plutôt à moyen terme. Donc, vraiment, l'élévation du niveau général des prix, pas des prix relatifs. Hein. Et est-ce qu'il y a de l'inflation au-delà de ce que les banques centrales vont nous résoudre, hein, et certainement ce qu'on va pouvoir faire sur les autres politiques publiques, parce que c'était aussi pour ça que je m'en suis intéressé. Est-ce que c'est vraiment que le job des banques centrales de faire baisser le niveau général des prix, ou est-ce que c'est vraiment que le job des banques centrales de faire décélérer les prix? Bon. Et donc, on a regardé la démondialisation. Total, on trouve peanuts. Enfin, on trouve 0,1, je crois, de plus. On a regardé la démographie. Et on a du mal à trouver. Alors, je vais dire un peu l'intuition parce que je pourrais vous parler des modèles, mais je vais dire l'intuition. Sur la démondialisation, l'hypothèse qu'on testait, parce que c'est de l'inflation de friction en fait. Donc l'idée, c'était au-delà de la friction de court terme, est-ce que structurellement, on allait avoir beaucoup plus d'inflation importée à cause de la démondialisation. Donc derrière la démondialisation, on peut mettre plein de choses. On peut mettre le Brexit, les barrières douanières de la guerre commerciale de Trump, on peut mettre la sous-capacité en containers, on peut mettre plein de choses. Et au final, ça marchait pas trop, quoi. Enfin, on a du mal à trouver de l'inflation de démondialisation. Un, parce qu'il n'y a pas vraiment de démondialisation, c'est pas parce que le taux d'importation dans la production baisse ou stagne, donc il y a de la démondialisation. Et deux, en fait, il y a quand même des pays comme la Chine qui nous exportent de la déflation et ça nous arrange bien. Donc, ça marchait pas trop. Parce qu'encore une fois, on était dans 10% d'inflation et les gens disent l'inflation ne reviendra jamais à 2, hein. Ça va être 5, 6, et tout le monde y allait de sa surenchère. C'était un peu la foire, quoi. Enfin, tout le monde disait qu'il allait y avoir plein d'inflation. Et donc, démondialisation, on n'a pas trouvé. Ensuite, on a regardé démographie. Alors, l'intuition, enfin, ce que les gens disaient beaucoup, c'est toujours pareil, la démographie, c'est très drôle, c'est comme la tectonique des plaques, quoi. C'est-à-dire qu'on la voit pas, mais c'est très fort. Et donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis Covid, tout le monde nous parle de la démographie comme si, magiquement, alors on veut réarmer la natalité d'un côté, on n'a plus assez de Chinois pour travailler de l'autre, les gens sont trop vieux, enfin, comme si ça avait changé depuis 2020. Bon. Et donc, ça m'a paru bizarre, cette idée de dire il y a un problème de démographie, donc on va pas avoir assez de travailleurs. Et c'était avant, on écrit ce chapitre, l'IA n'est pas encore, du moins, dans les prix de marché. Et en fait, ça marche pas, l'histoire. Il n'y a pas de démographie d'inflation, parce qu'en fait, le cycle de vie de Modigliani, ça marche assez bien. Et donc, en fait, plus les gens vieillissent, généralement, plus c'est déflationniste, quoi. Donc, on avait du mal à trouver un effet. Alors, oui, il y a un peu de friction. Alors, on n'est pas bon avec les politiques de migration, d'intégration. On a vu cette différence d'inflation entre le marché américain et le marché européen. Le chômage partiel versus on laisse tout le monde partir sur le marché du travail. Ils reviennent, ils demandent tous 5% d'augmentation du salaire. Donc, on a vu des petites boucles prix-salaire auxquelles on s'attendait plus, ou du moins des trucs qui ressemblent à des boucles prix-salaire. Mais je trouvais que cette idée, enfin, la gravité, la gravitation, enfin, l'effet gravitationnel de la démographie via le vieillissement avait l'air plus fort que toutes ces frictions. Donc, en fait, on trouve pas grand-chose. Ensuite, on s'intéressait à la décarbonation. Et là, tu as raison, c'est là où on trouve plutôt 0,3, 0,4, quoi. La décarbonation, c'est un vrai sujet. C'est censé être des prix relatifs. C'est-à-dire que les trucs verts devraient coûter moins cher que les prix bruns si on avait quelque chose d'efficace, un prix du carbone et ça. En vrai, au final, c'est très frictionnel, c'est très compliqué. Et là, on trouve que, enfin, dans tous les modèles, hein, quand vous regardez NGFS, NIGEM, quand vous regardez, il y a quand même un grand consensus pour que cette inflation de la décarbonation, elle soit persistante, en fait. Et moi, même si j'ai dit que je travaillais pour une entreprise allemande, je trouve que c'est pas si mal, parce que je crois beaucoup
à l'effet presque darwinien d'un peu plus d'inflation, si ça pouvait nous aider à aller investir plus dans ce qu'il faut pour des gains de productivité, plus de croissance, moins d'inflation, investir dans du vert plutôt que du brun, etc., c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que c'est un peu problématique parce que c'est une inflation très discriminante, très régressive. C'est une inflation qui va forcément créer des pertes de pouvoir d'achat très importantes parmi les plus vulnérables. Et donc, c'est peut-être le truc qui m'inquiète le plus. Parce que c'est très mal géré, en fait. Et ensuite, on a rajouté 2 dés. Et c'était principalement parce que, et tu en as parlé un petit peu, tu as parlé du digital, des gains de productivité de l'IA et tout ça. Et moi, je m'inquiète un peu de l'absence de politique de concurrence et du fait que cette vague-là d'innovation technologique risque d'être moins déflationniste que la dernière. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA générative notamment, est aux mains de très peu d'entreprises qui ont un pricing power très fort. Et pour tous ceux qui ont fait des développements informatiques au cours des dernières années, vous avez dû sentir ça. Le fait que vous êtes dépendant de très peu d'entreprises, elles ont beaucoup utilisé leur pricing power au cours des dernières années d'inflation. Il y a eu beaucoup d'inflation. D'ailleurs, on la voit, cette inflation dans les services, et c'est vrai particulièrement dans les services aux entreprises. Et ça, je peux pas te dire, parce que les corrections hédoniques de l'indice des prix sont une science à part. Quand j'ai commencé ma carrière à l'INSEE, il y avait toujours de la déflation dans le sous-indice des télécoms, jusqu'au moment où j'ai compris que c'était un petit monsieur, une petite dame qui décidait un peu de la correction hédonique pour que... C'est vrai que ce micro-là, il a beaucoup plus de fonctionnalités que le même micro qui coûtait le même prix il y a 20 ans, où mon téléphone, il m'aide à éviter que je me perde. Donc, il a une fonction qu'on ne le soupçonne pas, et donc il y a cette correction hédonique sur les prix. Mais moi, j'ai un peu d'inquiétude. Alors, je ne sais pas le quantifier, mais c'est peut-être pas neutre, ou du moins c'est peut-être pas déflationniste. C'est peut-être cette révolution technologique sera moins déflationniste que la précédente aussi, peut-être parce qu'elle est plus politique, parce qu'il y a ces histoires d'information derrière, et ces histoires de régulation et tout ça. Et la dernière, c'était la dette, parce que tu as parlé de désendettement par l'inflation, et c'est vrai que ça, pareil, nous, j'ai du mal à voir. Alors, il y a des effets de décalage qui font que généralement, tu as l'effet PIB, dont tu parlais, l'effet nominateur avant, c'est-à-dire que tu as des recettes, tu as des recettes avant, et puis après, tu te rends compte qu'il faut indexer. En France, je crois qu'on l'a bien vu, notamment sur les retraites, ça nous a coûté un peu cher, l'indexation l'année dernière. Et donc, du coup, quand tu as des dépenses de protection sociale plutôt explosives, donc on revient à l'argument démographie un peu, je trouve que l'endettement public, il y a l'effet commande publique et tout ça, mais je trouvais que c'était... il n'y avait pas forcément... il y avait plutôt un effet de dépenses publiques inflationniste que désinflationniste dans ce qu'on trouvait. Donc, au final, le message, c'est quoi? C'est que non, il n'y a pas de rémanence d'inflation énorme. Et s'il y en a, c'est 0,5 points. Donc, en gros, ouais, au lieu d'avoir, si les banques centrales passaient de 2 à 2,5, ça ne changerait pas la face du monde et peut-être ça nous éviterait quelques récessions. C'était un peu ça le message. Et en revanche, quand vous entendez des gens qui vous disent on va avoir 3%, 4% d'inflation, moi, j'aimerais qu'on me montre modèle contre modèle comment on arrive à autant d'inflation, même si on a des prix d'énergie plus élevés, plus volatiles. On a vu des serrages de ceinture, même si on a en effet plus de friction à l'embauche, qu'il faut payer les gens plus. Je trouve qu'on a un peu fantasmé, ce qui est assez normal. Hein, quand on a un choc d'inflation, le cerveau a tendance à imaginer qu'on va en avoir beaucoup, 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 alors qu'il y a un retour à la moyenne qui est plutôt assez dans les choux. Donc, c'était ça l'idée du chapitre, c'était ces 5 facteurs, et c'est de les quantifier un peu. Bien sûr. Est-ce que tu traites la question du rapport de force sur le marché du travail? Puisque finalement, on sort de 20 années où le pouvoir de négociation des entreprises était très fort par rapport aux salariés, parce qu'il y avait globalisation, parce qu'il y avait hausse des taux d'emploi. Est-ce qu'on ne va pas changer le rapport de force? Alors, vieillissement, et puis ce qui commence relativement tard, le fait que les populations totales diminuent beaucoup moins vite que les populations en âge de travailler. Et donc, normalement, ça fait quand même une pression sur le travail, sur le marché du travail. Il y a plus de demandes que structurellement les entreprises peuvent offrir. Donc, est-ce qu'on ne va pas retourner à des marchés du travail très conflictuels? Et puis, est-ce que la façon dont on traite la transition énergétique ne va pas dans le même sens? Et puis, alors, deuxième point de question,
enfin, globalement, alors pas pays par pays, mais globalement, il y a un très grand ralentissement de la productivité. Moi, je crois que c'est simplement que c'est beaucoup plus dur de faire des innovations. Enfin, je veux dire, le délai, enfin, l'argent qu'il faut pour trouver une molécule, enfin, et donc il y a moins d'innovation, il y a moins de productivité globale des facteurs, et donc il y a moins de gains de productivité. Et est-ce que ça ne va pas aussi renforcer ce conflit pour la répartition? S'il y a plein de gains de productivité, ben, tout le monde peut être content. S'il n'y a pas de gain de productivité, tu auras un violent conflit de partage de cette absence de gain de productivité. Donc, est-ce que tu sous-estimes pas le passage à des rapports sociaux beaucoup plus tendus et des rapports beaucoup plus conflictuels entre les entreprises et les salariés? C'est intéressant. Alors, je crois que c'est Yvan Verning qui a essayé de rethéoriser un peu ça et de re-regarder l'inflation comme une mesure de conflit ou de conflictualité. Je crois que tu as raison. C'est-à-dire que moi, je pense… Alors, sur ton deuxième point sur la productivité, on peut aussi se dire que c'est peut-être aussi une zombification de l'économie et qu'on va vers… Donc, c'est tout l'argument de la stagnation séculaire, mais on va peut-être vers une inflation qui sera plus basse. Mais le coût de l'inflation, notamment sur la cohésion sociale, risque d'être plus fort. Et donc, même avec 2,5 d'inflation, est-ce qu'il n'y a pas plus de risque social qu'avec 1,5 c'est sûr, mais peut-être même que quand on avait 2 ou quand on avait 3 avant, pour plein de raisons qui sont, en effet, l'inflation est telle qu'elle est mesurée aujourd'hui, on le voit pas, mais pour ceux qui vont chercher dans les chiffres de l'INSEE, vous savez qu'on peut aller chercher l'inflation par décile, l'inflation pour les ruraux, les urbains, et qu'on n'a pas du tout le même chemin d'inflation. Et je ne parle même pas de la perception d'inflation. Sur ton premier point, je pense que c'est le vrai sujet. C'est-à-dire que on a parlé un peu de démographie, on peut parler de protection sociale, on peut parler de fiscalité, le fait qu'on a mis toute la fiscalité sur le travail et pas sur le capital. Moi, je crois qu'on est et Covid et la gestion de guerre dont on parlait tout à l'heure, hein, je crois qu'elle a complètement rebalancé. Enfin, elle nous pose la question de est-ce qu'il vaut mieux gagner un salaire ou détenir du capital? Et on est à un point de rupture. Je sais que c'est un de tes sujets préférés, le partage de la valeur, mais est écrit depuis des années dessus. Mais je crois que ça nous intéresse tous. C'est-à-dire que on est dans un moment où on demande beaucoup de choses à l'entreprise, y compris sur le capital humain élargi. On demande aux entreprises de vacciner, mais on demande aussi qu'elles logent, qu'elles transportent, qu'elles payent la protection sociale, etc. Parce que l'État-providence ne se finance plus de façon démographique. Enfin, Bismarck, c'est fini. Hein. Macron l'avait dit aussi, hein, c'est Beveridge. Donc, il faut financer peut-être autrement par la fiscalité. Mais moi, je pense que ça a complètement changé le rapport de force, en effet, entre l'employé et l'entreprise. Parce que l'entreprise est un peu chiche, ne veut pas aller payer la politique d'intégration de celui qui est plus loin du marché du travail, parce que ça coûte marginalement beaucoup plus d'aller chercher quelqu'un qui n'est pas employable, qui est plus distant. 2, parce que quand vous l'avez, la personne, les coûts sont explosifs. La réforme des retraites en Allemagne, on voit le coût que les entreprises mettent dans les produits de retraite complémentaire en Allemagne. C'est un des coûts principaux dans les charges des entreprises et c'est celui qui augmente le plus rapidement parce que c'est malheureusement, alors ça peut changer, mais c'est celui qui a été le plus mal organisé. Donc, je pense que tu as raison. Alors, on ne va pas vers le collective bargaining, enfin, tu vois, le côté syndiqué qui crée ces boucles prix-salaire, qui crée des tensions très fortes entre l'employé et le salarié. Mais moi, je crois que la tension, elle va se faire entre l'actionnaire et le salarié. Et pour ceux qui connaissent l'histoire récente, enfin, en Allemagne, par 2 fois, le capital productif a gardé sa valeur et l'épargne des petits épargnants a perdu sa valeur. Il y a eu 2 dévaluations, 2 formes de dévaluation. Et je pense que cette fois-ci, on entre dans une ère qui va être la même. C'est-à-dire que l'argent que tu fais de ton salaire va perdre en pouvoir d'achat par rapport à l'argent que tu vas faire en détenant du capital. Et donc, ça change complètement. On ne peut pas tous être actionnaires. On ne peut pas tous vivre de dividendes. C'est quelque chose qui est très… le gradient d'inégalité est énorme. Et donc ça, je pense que c'est pour ça que ça tend les relations sociales. C'est-à-dire que je donne toujours cet exemple pour être très pragmatique. Vous vous rappelez tous pendant Covid, en France, on a fait le choix social de mettre les gens au chômage partiel où l'État a décidé de payer pour ces mesures. Moi, j'ai un café en bas de chez moi et les serveurs, les serveuses, ils sont restés chez eux, ils ont eu leur salaire. Et quand ils sont revenus, quand on a rouvert, on avait des terrasses, ils étaient, je pense, très reconnaissants d'avoir pu être payés pendant
pendant des mois sans travailler, parce qu'ils savaient très bien que c'était pas dû, quoi. Enfin, surtout dans la restauration, tu sais que tu travailles dur, tu travailles pas un samedi, tu perds tu perds même un cinquième de ton salaire. Enfin, voilà. Et 6 mois après, il y avait plus personne. Tous les serveurs qui étaient revenus sont partis. Et j'en croise un au hasard et je lui dis, bah, pourquoi t'es parti? Oh, il me dit, j'en ai marre, quoi. Moi, on m'a payé 1 600 € pendant 6 mois et le propriétaire du restaurant, il a reçu, je ne sais plus quel est le montant, mais 10 millions de PGE. Et donc, qui me dit, bah, c'est pas juste. C'est-à-dire qu'il y a eu. Et puis, comme ils avaient augmenté les terrasses, comme il n'y avait pas eu de coûts, c'est vrai que les profits exceptionnels semblaient complètement disproportionnés par rapport à ce qu'on avait pu donner en zombifiant un peu le marché du travail, hein, parce que ces gens-là, ils auraient pu peut-être aller travailler ailleurs et gagner plus d'argent. Et ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel on va vivre beaucoup plus. C'est-à-dire que l'intervention, on le voit dans les secteurs protégés, je crois qu'il y a une grève annoncée demain. Enfin, je pense qu'on a une relation non seulement très conflictuelle et qui va être inflationniste. Nous, dans nos modèles, on n'arrivait pas à la modéliser quand on a regardé les épisodes où il y avait justement ça, et c'était 0,1, 0,2 points d'inflation. On n'arrivait jamais à quelque chose qui était fondamental et qui était de 0,5. Mais je pense que c'est quelque chose, pour être honnête, en toute humilité, je ne sais pas combien ça va faire, quoi. Ouais, c'est ça. Écoutez, c'était passionnant, on s'arrêterait jamais, mais en fait, on va terminer cet échange avec une vidéo et ça va vous permettre de voir aussi une économiste qui parle de ces sujets de la transition écologique. Alors, à tous les élèves, un appel, participez au concours Vive l'éco. J'espère que les économistes autour de moi vous ont inspiré. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Merci beaucoup, au revoir et merci aux intervenants. Merci. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une question importante. Comment finance-t-on la lutte contre le changement climatique ? Et plus précisément, comment peut-on verdir la finance? D'abord, une question de contexte. Quel lien existe-t-il entre le secteur financier, la transition énergétique et les risques climatiques? Le GIEC l'a rappelé récemment, les scientifiques de l'ONU. La température à la surface du globe continuera à augmenter au moins jusqu'au milieu de ce siècle. Un réchauffement planétaire de l'ordre de 1,5 degré Celsius et 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle sera dépassé au cours du XXIe siècle. Sauf si des réductions majeures des émissions de gaz à effet de serre ont lieu dans les prochaines décennies. Or, décarboner l'économie, c'est un exercice extrêmement complexe. Ça nécessite d'actionner une variété de leviers dans l'ensemble des secteurs. Il faut donc déployer des technologies à émissions de gaz à effet de serre faibles ou nulles. Il faut réduire, modifier la demande, notamment pour les transports. Il faut opérer des changements comportementaux, etc. Il faut aussi et surtout réduire substantiellement la production et l'utilisation globale des combustibles fossiles, donc du charbon, du pétrole, du gaz naturel, etc. Dans ce contexte, les besoins d'efforts politiques et d'investissements sont considérables pour stimuler massivement la croissance des énergies renouvelables, également pour financer les efforts d'efficacité énergétique, pour sortir des énergies fossiles et pour opérer la transition de l'ensemble de l'économie. C'est bien évidemment le cas dans les pays riches, mais aussi dans les économies émergentes et en développement, comme la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil et partout dans le monde, où les besoins en énergie augmentent dans ces pays et où les émissions de gaz à effet de serre croissent, même si ces pays n'ont pas de responsabilité historique dans le changement climatique. Dans ce contexte-là, le rôle du financement par les banques, les marchés obligataires, les investisseurs est majeur. C'est d'autant plus le cas qu'on a des risques physiques, des risques de transition, qui sont des facteurs de déstabilisation potentielle de la stabilité financière. Et c'est un sujet que nous expliquons dans le livre qui vous est présenté aujourd'hui. Donc étudier la finance, c'est fondamental, notamment parce que les entreprises énergétiques, pour ne donner qu'un exemple, ont largement recours au financement externe. Or, les tendances dans ce cadre-là ne sont pas au beau fixe. En 2022, pour chaque dollar qui a été dépensé dans les combustibles fossiles, 1,7 $ a été consacré aux énergies bas carbone, comme le solaire, l'éolien, etc. C'est certes un progrès notable, car il y a encore très peu d'années, ce rapport était de 1 pour 1, mais en même temps, les dépenses d'investissement dans les combustibles fossiles par les entreprises du secteur énergétique ont augmenté. Et les prévisions de dépenses d'investissement pour les nouveaux gisements de pétrole et de gaz restent extrêmement élevées à horizon 2030 et 2050, en particulier dans les pays émergents en développement. Du coup, face à cette mauvaise répartition persistante des capitaux, quel est le rôle pour les politiques qui visent le secteur financier? Et c'est ce dont nous discutons dans le chapitre de ce livre. Le rôle principal du secteur financier dans l'économie, il est bien de mobiliser des ressources pour l'investissement productif. La finance, elle n'est pas neutre, et les activités financées dépendent des choix des investisseurs.
Donc les décisions d'investissement sont essentielles pour déterminer la nature, mais aussi le rythme de la transition climatique. En ne tenant pas compte de la transition, le secteur financier, donc les banques notamment, peut devenir une source de mauvaise répartition des ressources. C'est pourquoi il joue un rôle clé dans cette transition, en réallouant les capitaux des combustibles fossiles et d'autres types d'activités économiques qui sont très intensives en gaz à effet de serre, et en investissant dans des activités et des technologies bas carbone qui visent à réduire substantiellement ces émissions de gaz à effet de serre. On discute dans ce chapitre du rôle des différentes politiques publiques qu'il est possible de mettre en place dans ce domaine. Et tout le monde est concerné, des ministères aux banques centrales, aux superviseurs, aux régulateurs financiers, etc. Des politiques structurelles, des politiques de prix du carbone, mais également des politiques de régulation et de supervision du secteur financier afin que ce changement s'opère. On peut jouer sur le levier de l'information, celui de la responsabilité. On peut demander, requérir même auprès des entreprises, qu'elles soient financières comme les banques ou non financières, de publier des plans de transition, par exemple, qui doivent devenir des outils clés de dialogue entre les entreprises et ceux qui les financent. On peut aussi imaginer un principe de précaution dans la régulation financière. C'est pourquoi il y a énormément de travaux aujourd'hui, à la fois dans le secteur universitaire, mais également au sein des régulateurs ou de groupes de travail internationaux sur la réglementation prudentielle, par exemple, ou encore sur le contrôle du crédit, sur élaborer des orientations en matière de crédit qui soient alignées sur les risques climatiques. Les défis sont nombreux et la finance climat et les politiques de régulation associées ont désormais cette place prépondérante dans l'agenda international. Vous en avez probablement déjà entendu parler, de finance verte, etc. Et c'est notamment le cas en vue de la prochaine COP, par exemple.